Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. C'est la Amita du montage qui vous retrouve parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas allumé la caméra dans les premières minutes. Donc c'est vraiment l'histoire de 2 minutes, même pas, en fait c'était juste pour l'introduction. Donc je vous refais ça maintenant et puis pour le reste de la vidéo on se retrouve dans le passé. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, si les lectures vous plaisent, si l'ambiance vous plaît. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous comptez lire. Je vous présente ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2023. J'ai super hâte. Comme il fait super chaud, je suis encore un petit peu en mood été, donc j'ai un petit peu du mal à m'acclimater et à me dire qu'on va être en automne. Mais j'ai plutôt hâte de lire tous les livres que je vais vous présenter. Et on commence avec le premier tableau qui est Automne frissonnant. Et la première catégorie qui est Viens flotter avec nous, dont les mots-clés sont angoisse, fantastique, rouge, clown, épouvante, thriller, policier, à savoir des genres que je ne lis pas beaucoup, mais j'ai quand même mis un livre. 1634. Le Sardam quitte les Andes néerlandaises pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole en lettres de sang apparaît sur la grande voile, une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit, et bientôt ils retrouvent un cadavre dans une cabine fermée de l'intérieur. Le bateau serait-il hanté? Ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible. Et l'enquête s'avère particulièrement délicate entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Du coup ça a l'air assez chouette et en vrai c'est pas mon genre de livre. Ce qui m'a donné envie de le lire c'est que ce monsieur il a publié Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle que j'avais beaucoup aimé. Mais je l'avais beaucoup aimé et puis après j'ai vu des avis négatifs donc en vrai est-ce que j'aimerais toujours son style aujourd'hui? Je sais pas trop. L'enfer des backrooms, il faut un livre qui traite de internet, dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, mystère, légende urbaine. Autant vous dire que vraiment, ça me parle pas trop. Vraiment, c'est la catégorie pour laquelle j'ai eu le plus de mal. Et j'ai pensé à un livre que j'ai envie de lire depuis l'automne dernier, mais qui me fait peur pour 2 raisons. Pour son contenu, qui est un peu effrayant, et pour son épaisseur, qui est effrayante aussi, mais qui a pas mal fait parler de lui. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. C'est parfaitement ça. Dimension parallèle, labyrinthe, mystère. En rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will, Karen et leurs 2 enfants qui viennent à peine d'emménager en Virginie, découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison, comme si elle avait toujours été là. Simple inattention, canular élaboré, mètres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés, et soudain l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très vite, d'autres changements surviennent. Un mur se décale, une nouvelle porte apparaît dans le salon, et derrière elle un couloir étroit et obscur. Photoreporter de renom et aventurier intrépide, Will s'y risque un soir. Mais, manquant de se perdre dans ce qui s'avère être un dédale immense, décide de mettre sur pied une équipe d'explorateurs chevronnés afin d'étudier ce passage qui paraît sans fin et qui très vite se révèle l'être pour de bon. Plongé dans le labyrinthe d'une maison impossible, ce roman tout en méandre cache un minotaure. Au cœur de l'obscurité abyssale et toujours croissante, résonne un grondement impie qui semble vouloir déchirer les murs et dévorer les rêves. Si j'ai bien compris, on va suivre un petit peu 3 histoires, donc on suit cette famille qui emménage, on suit un réalisateur qui a fait un reportage dessus, un film, on suit quelqu'un qui a étudié, enfin en tout cas il y a 3 récits et 3 manières d'appréhender la maison qui s'imbriquent les unes dans les autres et du coup ça a l'air absolument ouf, ça a l'air un peu creepy, parfait, mais je connais quelqu'un qui l'a lu et qui m'a dit que ça fait quand même vachement peur et moi j'ai très très peur, donc je sais pas, dites-moi si vous aussi vous avez peur, que vous avez essayé de le lire, je sais pas, j'ai peur. Perfectly Splendid, les mots-clés c'est fantôme, manoir, possession, drame gothique, et là du coup j'ai décidé d'en mettre 2 mais encore une fois je sais pas trop si je vais réussir. En premier lieu j'aimerais bien lire Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, plutôt réessayer de lire parce que quand j'étais en seconde, donc il y a 10-11 ans, j'avais essayé de lire Les Hauts de Hurlevent mais j'avais pas accroché parce que j'avais trouvé ça très dense, très compliqué, j'avais du mal à rentrer dedans, j'avais du mal à comprendre certains mots et tout, mais bon à cette époque là je lisais à peine depuis 2 ans et j'avais lu Harry Potter, Hunger Games et encore j'avais pas fini les Harry Potter, enfin vous voyez j'avais pas non plus la même expérience de lecture, j'avais pas lu autant, du coup j'avais pas vu autant de manières d'écrire, j'étais pas confrontée à autant de styles, donc je pense qu'aujourd'hui je pourrais un peu plus l'appréhender, mais comme j'ai eu cette première lecture un peu obstacle, j'ai un petit peu du mal à m'y remettre, parce que ça fait quelques années que j'ai envie de me remettre dedans, et que je l'ai toujours pas fait. Lorsque Monsieur Earnshaw ramène d'un voyage un enfant abandonné,
Heathcliff, les réactions de ses enfants évoquent les orages qui s'abattent sur le domaine des Hauts de Hurlevent. Le fils Hindley n'accepte pas cet enfant sombre et lui fait vivre un enfer. La fille, Catherine, se lie très vite à lui, d'un amour insaisissable et fusionnel. Tous trois grandissent dans cet amas de sentiments aussi forts qu'opposés. Heathcliff devient un homme sans scrupules et juge de se venger des deux hommes ayant empêché le déploiement de son amour. Hindley, frère ennemi, et Edgar, le mari de Catherine. La destruction de ces deux familles et de leur descendance constitue alors son seul objectif. Ça veut dire ça crie automne et j'ai vraiment envie de le lire. J'adore la littérature anglaise. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc voilà, j'ai vraiment envie de redonner une chance à ce livre. Ensuite, j'aimerais bien aussi lire dans cette catégorie... Alors, c'est plus une pile à mood qu'une pile à lire. Vous l'aurez compris, je pense, maintenant. Mais du coup, j'ai aussi envie de donner sa chance à The Haunting House. Mais c'est quoi ce titre? Je me souviens jamais. Ah voilà, The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. J'ai peur, encore une fois. C'est comme quasi tous les livres de ce tableau pour l'instant. J'ai peur d'avoir peur. Concrètement, j'ai très peur d'avoir peur. Mais je suis vraiment pas sûre de le lire celui-ci parce que c'est pas celui qui me tente le plus. Mais c'est un classique, et qui plus est un classique de l'automne un petit peu, entre guillemets, que j'ai envie de lire depuis quelques temps. J'ai lu il y a 2-3 ans Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, et en fait ça m'a pas fait peur. Genre c'est très ambiance, mais du coup j'ai supporté, et j'ai bien aimé l'ambiance. Donc je me dis pourquoi pas lire d'autres livres d'elle. On passe au deuxième tableau qui est Automne, douceur de vivre, qui pour le coup a peut-être été un chouïa plus facile pour moi à remplir. La première sous-catégorie, c'est Something Wicked This Way Come, et du coup c'est Halloween, automne, octobre, fête foraine, jeunesse, et j'ai mis 3 livres je crois. Alors ça veut pas dire que j'ai envie de lire les 3, ça veut dire que je me laisse la possibilité de lire les 3. En premier, on a un livre, j'ai un peu triché, parce que ça parle pas vraiment de fête foraine, ça parle de cirque. C'est un peu la même ambiance, non? Faut savoir que j'adore le cirque. J'adore lire aussi des livres, et notamment de la fantaisie, qui se passe dans l'ambiance du cirque. Vous-même, vous savez, Le Cirque des Rêves, un de mes livres préf. Vous savez peut-être pas, mais en tout cas, je vous le dis. Et donc là, j'ai trouvé un livre de L.R. Lam, qui s'appelle Pantomime, et c'est une trilogie young adult qui se passe dans un cirque. Mais en gros, on suit une personne qui s'appelle Jen, et qui, en fait, a un secret. C'est qu'elle est en même temps male and female, en même temps fille et garçon. Je m'y connais pas trop en vocabulaire LGBT, mais est-ce qu'on dit intersexe dans ces cas-là? C'est ça, intersexe? En tout cas, she's both male and female, ok? Ses parents, à un moment donné, font un truc qu'elle a pas trop envie qu'ils fassent, je sais pas trop quoi, ils la trahissent, et elle découvre qu'elle a des pouvoirs magiques, et donc elle décide de fuir ses parents et de rejoindre un cirque dans lequel elle va devenir, alors, aérialiste, je suppose que c'est trapéziste, en tout cas, elle va faire des figures dans l'air, donc typiquement c'est ce que j'aime en plus, et elle va se réinventer en tant que Mika Gray, donc je pense qu'elle va complètement embrasser son identité de genre queer, donc je pense que ça peut être super intéressant, en même temps pour le côté magie, le côté cirque et le côté LGBTQIA+. En plus, la personne qui écrit ça est elle-même une personne issue de la communauté queer, donc je suis super contente parce que je pense que ça va vraiment parler de son vécu, de sa sensibilité. Ça a l'air giga cool et ça a l'air d'être vraiment dans l'univers que j'ai envie de lire. J'ai également mis Dracula pour le côté automne et octobre, mais je vous en reparlerai plus tard parce que je l'ai aussi glissé dans une autre catégorie au cas où. Et j'ai mis un roman graphique en anglais qui s'appelle Garlic and the Vampire de Brie Paulson. On suit un petit oignon qui vit avec ses amis oignons, ail, échalotes, tout ça, vous voyez un peu le délire. Et un jour, il y a un nouveau voisin qui débarque et il semblerait que ce soit un vampire et donc il faut que quelqu'un aille le voir. Et ils envoient Garlic qui a giga peur. C'est super cute, ça a l'air juste parfait pour l'automne. Il y a déjà un deuxième tome qui s'appelle Garlic and the Witch, ça a l'air incroyable. Ensuite, Poupée de souvenirs automatiques, il faut lire un livre dont les thématiques c'est la correspondance, épistolaire, sentiments, émotions, guérison, deuil, gratitude. Et j'ai mis 2 livres. J'ai donc mis Dracula, puisque c'est un roman épistolaire, ou en tout cas une bonne partie du roman est épistolaire, je sais plus si c'est tout le roman ou quoi, donc j'ai mis ça. Dracula, j'avais essayé de le lire il y a 4 ans de ça, pour le Pumpkin Autumn Challenge, et en fait j'avais adoré, l'ambiance est incroyable, l'écriture était très belle, mais le livre est immensément long en fait. Au bout d'un moment ça m'avait un peu ennuyé, d'autant que Dracula, c'est bon, on connaît tous un peu la base de l'histoire maintenant, du coup il n'y avait pas le même suspense, je pense, que quelqu'un qui le découvrait à l'époque et qui était en mode « Mais mon Dieu, Jonathan, où es-tu ?» Nous, on était là en mode « Jonathan, nous savons tous où tu es, en fait. » J'ai vraiment envie de le relire depuis quelques années, donc il faut que je me donne l'impulsion de le faire. Et j'arrête pas de me dire « Ce serait tellement plus simple si j'avais une version illustrée, ça me motiverait plus. » Tu parles, on sait pas, c'est pas vrai. Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. À son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant, dont
les habitants se signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence, il est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme, et qui partira bientôt hanter les nuits de Londres. Cette partie-là, je l'ai déjà lue en fait dans les 200 premières pages, on a l'histoire de Jonathan Harker, et après dans la suite on suit genre sa meuf et des potes de Jonathan Harker. Et ensuite, j'ai mis Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, qui est un livre de la rentrée littéraire. J'aime beaucoup Jean-Baptiste Andréa, je l'ai découvert à la sortie de son premier livre. De ce que j'ai compris du résumé, c'est un livre qui va être assez tendre, qui va beaucoup parler d'émotions, de sentiments, de relations entre deux personnes, de souvenirs. Je pense que ça rentre carrément dans cette catégorie. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble ni rester longtemps loin l'un de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola? Ça a l'air oufissime, ça a l'air un peu cliché, genre lui il est pauvre, elle est riche. J'aime beaucoup comment Jean-Baptiste Andréa crée des personnages et les sculpte, donc ça peut être très cool, et ça se passe en Italie, j'adore l'Italie. Ensuite, La Dame Chouette des îles Bouillantes, donc là il faut lire un livre avec une sorcière, de la magie, un parcours initiatique, de l'apprentissage, de l'amitié, et j'ai mis ce livre-ci. J'ai mis 1000 pertuis de Julia Thévenot qui est sorti chez Gallimard Jeunesse. Julia Thévenot, c'est la madame qui a écrit Bord de terre et Lettre à toi qui m'aime, deux coups de cœur intergalactiques. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait ce livre-ci, qui en plus se passe un peu dans une vibe très automne, très petite sorcière, mais bien sûr j'ai dit oui. Si du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance pour tenter de retracer le chemin à l'envers, c'était là qu'elle se retrouvait, sur le sofa de tante Vive, entre ses deux sœurs, Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mère, et la petite Ronce, qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. Là qu'Horty a commis un impair de catégorie supérieure qui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Je veux dire, ça parle de petites sorcières, elles sont trop mignonnes, elles ont des petits noms trop cool, le résumé déjà est hyper drôle, Julia Thévenot est super drôle, elle écrit super bien, j'ai absolument hâte de le lire, je pense que ce sera ma prochaine lecture, et je pense que depuis le début de cette vidéo et tous les livres que je vous ai présentés, celui-là c'est sûr, ça va être un coup de cœur. Comme disent les jeunes, banger. Alors ensuite il y a une catégorie où la loi fondamentale de l'échange équivalent. Je pense que je vais en profiter pour aller en boîte à livres et donner des livres. Et puis il y a une copine avec qui on voudrait peut-être faire une lecture commune. Enfin je dis peut-être mais en fait il y a pas de peut-être. On arrive au tableau spécial de cette année, c'est Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et là faut lire un livre avec animaux, mémoire intergénérationnelle, gourmandise, thé, tendresse, aide, guide. Et j'ai pris un livre, what the fuck. Ça s'appelle Le Chien des étoiles, c'est de Dimitri Rouchon-Bory. Et je l'ai pris parce qu'il y a le mot chien dans le titre, et parce que ça a quand même l'air d'être un livre un peu tendre, mine de rien, mais il a quand même l'air un peu dark. Et en vrai, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais des livres dans ma wishlist, j'avais des livres dans ma pile à lire, et j'avais absolument envie que ça rentre. Je pense que ça passe. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que dans l'instant, c'est la nuit qui parle, pas moi, et c'est une voix pure. Alors je serais pas capable de le refaire ensuite. Gio a 20 ans, peut-être un peu plus. Sa vie n'est plus la même depuis qu'un lâche lui a planté un tournevis dans le crâne. Désormais, Gio voit ce que peu de gens devinent, la beauté de la nuit, l'appel des chouettes, la grandeur de ses amis Papillon et Dolores. Étonnant road movie gitan, Le Chien des étoiles est le roman de leur destin, un périple cruel et doux dans le monde des humains. Ça a l'air quand même assez tendre mais assez difficile en même temps. Apparemment on suit du coup des gitans, Gio c'est un gitan, et pour le coup ça m'a un peu intriguée, j'ai jamais rien lu sur les gens du voyage. Trop curieuse. C'est des éditions dont je lis pas grand chose, voire rien du tout. Donc je suis très curieuse aussi de découvrir de nouvelles maisons d'édition. Et c'est un auteur qui avait publié par le passé un livre, je crois que c'était La colline aux loups ou un truc comme ça, qui avait l'air trop cool aussi mais qui avait l'air de faire un peu peur. Légende de la hache noire, il faut lire quelque chose qui soit médiéval, chevaleresque, épopée, quête, fantasy. J'ai mis le 5e tome de The Wayward Children de Shannon McGuire qui est comme Tumbling Down. C'est inutile que je vous fasse un résumé puisque c'est le tome 5, alors en soi les tomes peuvent se lire assez indépendamment les uns des autres, il n'y a pas vraiment un fil rouge, mais il y a quand même des événements qui sont mentionnés
mentionnés, donc c'est bien de les lire dans l'ordre. Et notamment celui-ci, c'est la troisième fois qu'on va suivre des personnages qu'on connaît déjà. Troisième ou deuxième? Je crois que c'est la deuxième fois, mais en gros on les a vus dans le tome 1, on les a vus dans le tome 2, et là on les voit dans le tome 5. Donc c'est quand même bien celui-là de savoir ce qui s'est passé avant. Et c'est mes personnages préférés pour l'instant, donc je suis contente. Alors en fait, pour vous résumer un peu le tome 1, on suit Eleanor West qui a créé une espèce d'école pour les enfants indociles. Donc c'est des enfants qui ont voyagé dans des mondes imaginaires et qui en sont revenus pour des raisons ou d'autres. Donc soit parce qu'ils s'en sont fait rejeter, soit parce qu'ils se sont perdus, soit parce qu'il y a mille et une raisons. Et ils ont du mal à se réacclimater à la vraie vie, ils veulent retourner dans leur monde. Et du coup elle a créé cette école, cette maison pour eux, pour les aider, alors en gros à se réacclimater à la vraie vie, mais en réalité ça les aide surtout à attendre de retrouver leur porte. Et du coup, on suit ces différents enfants avec soit le moment où ils ont quitté leur monde, l'après, soit le moment où ils y retournent, soit le moment où ils le découvrent pour la première fois. Et c'est trop bien, c'est un conte et en même temps c'est un tout petit peu spooky, vraiment minuscule, ça fait pas peur, mais il y a une ambiance qui est un tout petit peu creepy comme ça, c'est vraiment incroyable et je trouve qu'ils sont trop bien à lire en automne du coup. Petite saga doudou quoi. Ensuite, la mélodie infernale de la corne de chasse, donc là ça va être monstre, créature, wyvern, expédition, aventure et Guimauve a dit pourquoi pas musique, s'inspirer un peu du côté musique. Et du coup j'ai trouvé un livre, je l'avais acheté aux Imaginales, Le silence des carillons de Edward H. Bless, je sais pas trop comment prononcer, chez ActuSF. Déjà je trouve que la couverture elle sonne un peu automne. Emeline Minter s'est promis de devenir une magicienne dont chacun connaîtrait l'existence. Pour cela, elle ne reculera devant rien, pas même lorsque le monde connaîtra sa perte. La lumière du soleil ne traverse pas la brume à Tinkelham. Contre la menace des spectres qui planent aux abords de la ville et font disparaître ses habitants sans laisser de traces, les mages du beffroi apprennent à manier les carillons pour les repousser. Hermeline a choisi cette voie et compte bien devenir la meilleure de tous, portée par ses rêves de grandeur à la fois fascinants et terrifiants. Mais les spectres ne sont pas le plus grand péril en vue. Hermeline réussira-t-elle à graver son nom dans l'histoire? Jusqu'où ira-t-elle pour devenir inoubliable? Du coup, vous voyez, il y a cette idée de spectre, donc ça rentre aussi dans monstre. Ensuite, Rocket Raccoon on the Run, donc là ça va être expérience scientifique, chasseur de primes, galaxie, science-fiction, Battlestar Botanica de H. Lenoir, qui est du coup un livre qui va sortir bientôt, ou qui est sorti, en tout cas c'est un livre de la rentrée littéraire. H. Lenoir, elle a écrit Félicratie, et Félicratie, je vous en ai déjà moult parlé, mais j'ai adoré ce livre. Il était incroyable, il était drôle, il était percutant, incisif. Je trouve que ça parlait de sujets forts et en même temps ça le faisait de manière tellement drôle que c'était chill, trop bien. Et du coup là apparemment c'est un peu dans le même univers donc, mais c'est après Félicratie. 23e siècle, le Locas, vieux vaisseau capricieux, s'est perdu dans l'espace. Fun fact, comme tous les engins galactiques, il a été dérobé à une race extraterrestre ennemie et sa technologie n'est que partiellement maîtrisée par les humains. À son bord, Kani, 17 ans, sa pilote, et tout un équipage d'humains et d'extraterrestres aussi hétéroclites qu'attachants, dont le plus grand talent est de se précipiter la tête la première dans les ennuis. Leur dernière mission, partir à la recherche d'une plante. Ils sont botanistes après tout. Rare et très convoité. Le problème, la plante en question est un peu trop convoitée. Le résumé a l'air plutôt drôle et je pense que, encore une fois, ça peut avoir un peu des messages engagés mais sous couvert de beaucoup d'humour. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça fait pas trop automne pour le coup, mais c'est pas grave, j'ai très envie de le lire. On passe au dernier tableau qui est Automne rayonnant et ça a pas non plus été celui pour lequel j'ai eu le plus d'inspiration, mais en tout cas, j'ai trouvé des livres, donc je vais vous les présenter. Première sous-catégorie, c'est We'll Always Find a Way et du coup, c'est Christo, facette, singularité, diversité, inclusivité. Et là, j'ai mis 2 livres. Le premier, c'est La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, qui est un classique et dont tout le monde parle. Et franchement, depuis le temps que je dois découvrir Ursula K. Le Guin, il est temps que j'essaye. Mais en fait, c'est intimidant. Genre, tout le monde parle d'Ursula K. Le Guin, tout le monde a lu au moins un de ses textes. Du coup, je suis un peu intimidée. Sur Géten, la planète glacée que les premiers envoyés ont baptisée Hiver, il n'y a ni homme ni femme, seulement des êtres humains. Des êtres humains androgynes qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou de l'autre sexe. Les sociétés nombreuses qui se partagent Géten portent toute la marque de cette indifférenciation sexuelle. L'envoyé venu de la Terre, qui passe pour un monstre aux yeux des Guénétiens, parviendra-t-il à leur faire entendre le message de l'écumène? Alors je dis Géten depuis tout à l'heure, mais en fait G et E ça fait J, donc ça doit être Géten, je sais pas. Apparemment c'est un peu de la science-fiction anthropologique, donc c'est-à-dire que on arrive sur une planète et on découvre cette planète avec une espèce de visée anthropologique, mais du coup c'est pour eux faux. Apparemment c'est l'un des premiers livres de science-fiction qui a abordé des questions de transidentité, en fait des questions d'intersexuation. Les termes ne sont peut-être pas les bons.
Du coup, ça a l'air très intéressant. Déjà, je pense que Ursula K. Le Guin, il faut absolument que je me mette à la lire. Ce livre, je l'ai vu passer partout, et cette thématique, elle me parle plutôt bien, elle a l'air chouette, elle m'intéresse. Enfin, c'est ça que je veux dire par elle me parle. Elle m'intéresse beaucoup. Et du coup, je l'ai mis dans cette catégorie parce que, pour moi, c'est un peu parler de diversité et d'inclusivité que de parler d'une population entière qui n'est ni homme ni femme. Et j'ai également mis Un pays de fantômes de Margaret Killjoy parce que c'est une personne queer donc qui l'a écrit. Donc déjà pour ce côté-là, ça rentre pour moi dans diversité et inclusivité le fait de lire plus de personnes issues de minorités, donc notamment de la communauté LGBT, de communautés racisées, etc. Je trouve que dans le résumé, il y a un peu une volonté de parler d'inclusivité, de diversité et quelque part de singularité. Poussé par une industrie florissante, l'Empire borolien se tourne cette fois vers les Seracs, un territoire montagneux composé d'une poignée de villes et de villages, une simple formalité. Journaliste en disgrâce, Dimos Oraki signe désormais des papiers ronflants dans une gazette de la capitale. Mais voilà que son employeur l'envoie au front écrire un article élogieux sur un gradé en vue de l'armée impériale. Sur place, Dimos découvre la réalité de l'expansion coloniale et surtout, il met un visage sur leur mystérieux ennemi, les anarchistes de Ron. Et tandis que la guerre fait rage autour de lui, que ses pas le portent de ferme en village jusqu'à la cité-refuge de Rhonople, le reporter voit peu à peu ses convictions voler en éclats. Ça a l'air de parler d'un mode de vie différent, donc de diversité, et de comment la manière de vivre hégémonique voit ce monde-là, et comment en fait on peut essayer peut-être de s'inspirer de ce monde-là. Et puis ça parle d'anarchie, tout simplement. J'ai très envie de lire un peu plus d'ouvrages qui sont pas que des empires, des royaumes et tout, mais qui peut-être ont cette petite envie anarchique. L'esprit indomptable de Jo March, il faut lire théâtre, écrivain, femme, ambition, rêve, place de la femme, sororité, voyez le délire. Je crois que j'ai mis 2 ou 3 livres, je sais plus. En premier, j'ai mis Devenir lionne de Wendy Delorme. Je vais vous lire le résumé, mais il est un peu chelou. En fait, c'est pas un roman, c'est un peu un livre hybride. Je sais pas trop ce que c'est. Le libraire a eu du mal à me le dire aussi parce que c'est pas vraiment un essai. Je pense que c'est des réflexions en fait de l'autrice. Mais j'avais beaucoup aimé Wendy Delorme dans Viendra le temps du feu et j'aime beaucoup sa manière d'écrire, sa poésie, sa passion, la flamme qu'elle a en elle. Et c'est une personne qui est très engagée dans les mouvements féministes et queer. Donc je pense qu'il y a beaucoup à tirer de ses textes. Lionne, nom échappant au bestiaire féminin, contrairement à poulette, morue, gazelle ou thon. Lionne désigne bien plus que la femelle du lion, définit une créature noble, chasseresse, autonome, capable de sororité, de ruse. Lionne perd toute joie de vivre en captivité, comme la romancière lorsqu'elle avait 20 ans, prisonnière d'un amour carnassier, dévorant. Lionne, source d'inspiration pour celle qui aura appris à rugir, à défaire ses cages mentales. Animal indispensable qui mérite une magnifique mise en mots, mêlant enquête animalière, réflexion sociologique et récit intime. Donc vous voyez, c'est vraiment un texte qui a l'air assez hybride, mais qui a l'air très chouette, très poignant, plein de rage, et vraiment j'ai envie de lire plus de textes de Wendy Delorme, donc pourquoi pas commencer par un qui est plutôt court. Ensuite j'ai mis Le patriarcat des objets de Rebecca Handler, donc pure non-fiction, pur essai, et c'est un livre dans lequel elle va se questionner sur les objets et comment ils ont été construits et pensés par et pour les hommes. Et ça va des pantalons aux urinoirs, enfin bref, ça a l'air super cool. Il y a plein d'objets comme ça dont elle retrace l'histoire et dont elle retrace le pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça arrange plus les hommes que ce soit comme ça. Et en gros, ça explique que, sans qu'on s'en rende compte, même notre monde et même nos objets du quotidien sont sexistes et en tout cas ont une manière d'exister qui est sexiste et qui pourrait carrément être améliorée. Je vais vous lire un peu le résumé. Dans cet essai lumineux et percutant, Rebecca Handler nous invite à ouvrir les yeux sur l'histoire de toutes ces choses qui rendent au quotidien le monde inadapté aux femmes. Parce que pour avancer vers l'égalité, il faut aussi savoir prendre en compte nos différences, loin des stéréotypes. Alors c'est qu'une petite partie du résumé que je vous ai pris, mais voilà, en gros, elle retrace vraiment l'histoire des objets. J'avais entendu parler de ce livre dans le podcast Mansplaining de Thomas Messias, qui est un podcast incroyable, vraiment. Il est trop bien. Et il parle souvent d'ouvrages écrits la plupart du temps par des femmes, ou en tout cas des personnes qui sont concernées par les problèmes dont elle parle. Ça c'est super cool. Et donc ce livre a l'air hyper intéressant. Et ensuite j'ai mis La cité de soie et d'acier de Mike, Linda et Louise Carré. Gros taf de famille là, si je comprends bien. Et ça a l'air d'être un livre qui parle aussi des femmes, de sororité. Mais je vous avoue qu'avoir 3 livres dans cette même catégorie, ça me titille un peu. Mais c'est un livre de la rentrée littéraire, c'est MR Carré. J'ai adoré les livres, la trilogie des remparts. Donc forcément j'ai très envie de lire ce livre-ci. Ça parle beaucoup du coup des femmes. Voilà, je vais essayer de vous lire un bout du résumé, mais il est assez long. Mon seul désir est d'assurer notre sécurité à toutes. Vivre libéré de la peur et de la misère. Est-ce trop demandé? C'est alors que les djinns lui sourirent. Il n'existe nulle sûreté. La liberté est à votre portée si vous le décidez. Mais vous devez donner
et prendre en retour. Il était une fois, lorsque les 365 concubines d'un sultan assassiné se voient condamnées à l'exil, elles unissent leurs forces et visent bien plus que la simple survie. Elles trouvent dans l'immensité du désert et aux marges de la société des alliés inattendus. Elles fondent une communauté et soulèvent une armée en vue de reconquérir leur foyer. Ça a l'air incroyable, apparemment c'est un mélange d'inspiration Ursula K. Le Guin et les 1001 nuits. Insane le bordel. Ça a l'air trop bien. Donc j'ai très envie de le lire, mais il faut peut-être que je le fasse rentrer dans une autre catégorie, parce que là il y a trop de livres dans celle-ci. Et enfin, le dernier c'est, j'arriverai jamais à le prononcer, Schollerun Maureen. Du coup c'est la catégorie qui rend hommage à Maureen, qui faisait partie de la communauté Booktube et qui nous a quittés il y a pas longtemps. Je trouve ça super cool de la part de Guimauve d'avoir fait ce petit hommage. On va essayer de lire des livres qui lui ressemblent pour lui rendre hommage. Alors c'est pas du tout mon genre de littérature, donc je pense que j'ai eu un peu du mal à remplir cette catégorie et je suis pas très satisfaite de ce que j'y ai mis. Ça va changer probablement, mais il fallait lire pour rendre hommage à Maureen des livres sur l'Irlande, le petit peuple, des mythes et légendes celtes ou des livres verts. C'est vraiment pas ce que je lis le plus et ce qui m'intéresse le plus. Donc il y a pas beaucoup de choses auxquelles j'ai pensé à mettre dans cette catégorie, mais je pense que j'ai trouvé des livres. Ah, et puis aussi nature writing, parce que elle aimait beaucoup voyager. Du coup j'ai mis en premier Le Grand Livre des Gnomes de Terry Pratchett, parce que les gnomes ça fait partie du petit peuple, voilà. Mais je suis pas convaincue de le lire parce que j'ai vu des avis qui étaient pas oufissimes. Et forcément, après les Annales du Disque Monde, je pense que découvrir un autre livre de lui, ça doit pas être aussi ouf. Mais apparemment ça a l'air d'être un livre drôle. J'aime beaucoup Terry Pratchett, j'aime beaucoup son ambiance, son univers, sa manière d'écrire. Lorsque Mascline, seul chasseur d'une tribu de gnomes, pénètre dans le grand magasin Arnold Frères, quelle n'est pas sa surprise de découvrir que ses rayonnages abritent des centaines de ses congénères, invisibles au regard des hommes. Un vent de panique l'accompagne car, pour les résidents, le dehors n'existe pas. De plus, l'intrus est venu avec le truc, un objet doué de paroles qui prétend connaître l'origine du petit peuple. Pire, il leur révèle que le magasin est sur le point d'être détruit. Il n'y a dès lors plus qu'une solution, l'exode. Tâche titanesque pour des êtres de 10 cm de haut, dont Mascline est devenu le prophète involontaire. Déjà ça a l'air drôle, ça c'est sûr, ça a l'air d'être un peu une satire du capitalisme, on va pas se mentir, ça se passe dans un centre commercial, et ça a l'air ingénieux. Donc j'ai quand même envie de le lire, donc on verra bien si je lui offre du temps ou pas. Et ensuite j'ai mis un livre qui est vert turquoise, et je l'ai mis parce que en fait j'ai trop envie de le lire, et je savais pas dans quelle catégorie le mettre. Donc si vous trouvez une meilleure catégorie dans laquelle il irait, n'hésitez pas, mais sinon juste j'ai giga envie de le lire, donc voilà. Et il s'agit de Les Choses Immobiles, le dernier livre de Michael Roche. Aucune idée de comment on prononce son nom. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son univers, sa manière d'écrire. Et du coup, dans celui-ci, j'ai l'impression qu'il va entrer dans un roman un peu différent de ce que j'ai pu lire avant. Au décès de son père, un jeune homme revient à la Martinique. Accueilli par son frère, il va découvrir l'envers d'une île que la France abandonne. Une île en proie à des bouleversements écologiques et sociaux. Une île où tout a définitivement changé, comme lui. Poursuivi par ses démons hexagonaux et les visions d'une étrange anguille spectrale, Charles va s'engager peu à peu entre relations fraternelles tendues et amours multiples aux côtés des indépendantistes. Dans son nouveau roman, Les Choses Immobiles, Michael Rock décrypte au travers d'une relation fraternelle chaotique les blessures intimes et la virilisme ravageur sur fond de chaos politique. J'aime bien le côté virilisme ravageur, je pense que ça peut poser des questions qui me plaisent beaucoup, et ça se passe sur une... Donc déjà la couve est un peu verte turquoise, donc je l'ai mise dedans, et ça se passe sur une autre île. Donc c'est pas du nature writing, mais pour moi il y a un peu cette notion de voyager. Je pense que ça va moi me faire voyager, parce que moi j'ai jamais été dans les dom-toms, jamais. Et ça a l'air trop cool. J'aime beaucoup le style de cet auteur et j'ai trop hâte de découvrir ce livre qui est déjà sorti, mais je crois que c'était le 23 août, un truc comme ça. C'est enfin terminé, ça a été giga long à tourner cette vidéo. Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'était un peu chaotique au début à cause du bruit, tout ça. Mais on s'en sort, n'est-ce pas? J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, tout ça. J'espère que le format où je vous lis le résumé et tout, c'est pas trop désagréable. J'essaye de bien lire, mais c'est pas toujours évident. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite un très bel automne, sachant que là il fait 27 degrés. Et moi je suis pas une fille de l'automne, ça je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais concrètement moi l'automne c'est pas ma saison. C'est pas ma saison du tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, je vous souhaite des belles lectures, j'espère que tout se passe bien pour vous et que la rentrée 2023 va signer des belles choses et des beaux projets pour vous. Moi j'ai hâte. J'ai une bucket list longue comme le bras sur mon téléphone de trucs à faire autant pour l'appart que pour le côté pro, que pour le côté perso. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ou à la semaine encore d'après.